Ma fille de 7 ans, Chloé, se tenait là, tenant le micro à la fête du 60e anniversaire de mon oncle, sa petite voix perçante résonnant au-dessus des 200 invités. Oncle François, dois-je faire écouter l'enregistrement de ce que tu fais en secret la nuit? Le verre de champagne a glissé de sa main et s'est fracassé sur le sol en marbre. Le bruit du cristal brisé a résonné dans la salle de réception du domaine privé comme un coup de feu. Toutes les conversations se sont arrêtées. Le saxophone de l'orchestre de jazz s'est tu au beau milieu d'une note. 200 visages se sont tournés vers ma petite fille dans sa robe de fête violette, debout devant un pied de micro, qui était presque plus grand qu'elle. Je m'appelle Camille, et j'ai besoin que vous compreniez un peu le contexte avant de vous raconter ce qui s'est passé. Ensuite, j'ai 32 ans, je suis mère célibataire et je travaille 60 heures par semaine comme responsable marketing pour garder un toit au-dessus de nos têtes. Ma fille, Chloé, à 7 ans, adore les licornes, déteste les brocolis et trimballe sa tablette partout avec elle comme un doudou. Elle est tout mon monde. Depuis que son père nous a abandonnés l'année dernière pour sa prof de pilates. De 23 ans. L'homme qui se tenait figé au centre de cette salle de bal, mon oncle François, n'était pas seulement un membre de la famille. Il en était le patriarche. La figure de réussite à laquelle tout le monde était comparé. À 60 ans, taillé comme un ancien joueur de rugby bien qu'un peu empâté, il arborait des cheveux argentés dont l'entretien coûtait plus cher que mon budget course du mois. Il possédait la moitié de l'immobilier commercial de Lyon et ne manquait jamais une occasion de le rappeler à tout le monde. Ma mère, Catherine, se tenait près du bar avec son éternel collier de perles, le visage livide alors qu'elle regardait son frère. Elle vénérait François depuis qu'ils étaient enfants, prenant toujours son parti, lui trouvant toujours des excuses. Mon père, Michel, était assis à leur table, fixant ses mains comme il le faisait toujours quand les choses devenaient inconfortables. En 35 ans de mariage, il n'avait jamais tenu tête à qui que ce soit dans la famille de ma mère. Tante Béatrice, la femme de François depuis 30 ans, tenait sa petite cour près de la fontaine de chocolat, ses diamants accrochant la lumière alors qu'elle riait à une blague. À présent, elle se tenait parfaitement immobile, sa coupe de champagne suspendue à mi-chemin de ses lèvres, observant son mari comme si elle ne l'avait jamais vu auparavant. Mais Chloé restait là, d'un calme olympien, ses petits doigts agrippés au micro, attendant une réponse à sa question. La même petite fille qui avait encore besoin d'une veilleuse, qui me forçait à vérifier s'il n'y avait pas de monstre sous son lit chaque soir, se tenait devant l'élite lyonnaise sans la moindre trace de peur. « Qu'est-ce que tu as dit, ma puce ?» La voix de François a déraillé sur le dernier mot. Il a essayé de rire, de ce même rire tonitruant qui remplissait d'habitude chaque pièce où il entrait, mais le son est sorti étranglé et faux. Chloé a penché la tête sur le côté, comme elle le faisait quand elle réfléchissait intensément. « Tu m'as bien entendu, oncle François. Dois-je lancer l'enregistrement ? Tu dis toujours, l'honnêteté est la chose la plus importante dans notre famille. C'est ce que tu as dit dans ton discours tout à l'heure, juste avant de traiter ma maman de tous ces vilains noms. J'appréhendais la fête des 60 ans de l'oncle François depuis 3 semaines. Depuis que l'invitation aux lettres dorées était arrivée dans notre appartement. La salle de réception du domaine était exactement à l'image de François. Des lustres en cristal qui projetaient des arcs-en-ciel sur les murs, un orchestre de jazz venu spécialement de Paris, et 200 des résidents les plus fortunés de la région lyonnaise faisant semblant d'apprécier la compagnie des uns et des autres. J'avais lissé ma robe de cocktail noir, la seule que je possédais et qui m'allait encore correctement après le stress du divorce, et j'avais serré la main de Chloé un peu plus fort en franchissant les immenses portes en chêne. Souviens-toi de ce qu'on a répété,
mon cœur, lui avais-je murmuré en me penchant pour ajuster le nœud violet dans ses cheveux. Tu souris, tu souhaites un joyeux anniversaire à oncle François, et on pourra partir juste après le dîner. 2 heures maximum, c'est promis. Chloé avait hoché la tête solennellement, serrant son petit sac argenté qui contenait sa tablette. Elle n'allait plus nulle part sans elle ces derniers temps. Depuis que son père, Julien, nous avait quittés il y a 13 mois, elle était devenue plus silencieuse, enregistrant constamment de petites vidéos pour ce qu'elle appelait son journal intime, ou jouant à ces jeux de réflexion sans fin qui la calmaient. La pédopsychiatre avait dit que c'était sa façon de gérer l'abandon, de créer une trace de sa vie qui ne pourrait pas simplement s'en aller comme son père l'avait fait. La pièce bourdonnait déjà de conversations et de faux rires. Mes parents se tenaient près du bar, maman avec son collier de perles à 3 rangs que François lui avait offert pour ses 50 ans, et papa l'air profondément mal à l'aise dans son smoking de location. Ils étaient mariés depuis 35 ans. Mais on n'aurait jamais deviné qu'ils étaient heureux en les regardant. Ils ressemblaient plus à des associés d'affaires lors d'un séminaire obligatoire qu'à un couple lors d'une fête. Camille. Maman s'est finalement précipitée vers nous, ses talons claquant sur le marbre, me faisant la bise en l'air pour éviter de faire baver son rouge à lèvres. François n'arrête pas de demander où tu étais. Tu sais comment il réagit quand la famille n'est pas à l'heure. C'est une soirée importante pour lui. Les bouchons étaient terribles sur la rocade, maman. Le mensonge est sorti aussi naturellement qu'une respiration. La vérité, c'est que j'étais restée assise sur le parking pendant 20 minutes, agrippée au volant, essayant de me convaincre de rentrer. J'avais même tapé 3 textos d'excuses différents avant de tous les effacer. Rater l'anniversaire de François aurait causé encore plus de drame que d'y assister. François avait toujours été l'enfant prodige de notre famille élargie. La réussite absolue à laquelle tout le monde était mesuré. Parti de rien après la mort de leur père quand il avait 18 ans, il avait bâti un empire immobilier à partir d'un seul appartement en location, puis avait épousé la parfaite femme trophée issue d'une vieille famille bourgeoise des Monts d'Or. Chaque réunion de famille se transformait en un hommage à la brillance de François, à la générosité de François, à la vie parfaite de François. Mais je connaissais un autre François. Celui qui avait fait de mon adolescence un enfer particulier avec ses blagues sur mon Coran. Développement, ses remarques sur le fait que je n'arriverais jamais à rien. Comme lui. Sa façon de faire de chaque rassemblement familial un culte dédié à sa réussite, tout en rabaissant subtilement tous les autres. Voilà ma nièce préférée. La voix de François a tonné à travers la pièce. Comme un coup de tonnerre. Il en était déjà à son 3e verre. Je le voyais. Aux rougeurs sur ses joues et à sa façon de se tenir un peu trop droit. Surcompensant son léger déséquilibre. Il s'est avancé à grands pas, ses chaussures italiennes en cuir claquant sur le sol, et m'a attiré dans une étreinte qui a duré 2 secondes de trop. Son eau de Cologne était entêtante. La même marque hors de prix qu'il portait depuis 20 ans, et sa main s'est attardée dans le bas de mon dos d'une manière qui m'a donné la chair de poule. Camille, tu es superbe. Tu as enfin perdu tes kilos de grossesse, on dirait. Il a ri de sa propre blague, même si Chloé avait 7 ans. Et la petite Chloé. Comment va ma petite nièce chérie? Chloé s'est pressée contre ma jambe, marmonnant un timide « Bonjour, oncle François ». Toujours aussi sauvage? Tout comme sa mère à cet âge. Bien que tu aies fini par t'épanouir? N'est-ce pas, Camille? Il m'a fait un clin d'œil et j'ai senti mon estomac se nouer. Béatrice est apparue à ses côtés, son sourire aussi parfaitement entretenu que son botox. François, chérie, les 2 Rostand viennent d'arriver. Tu devrais aller les saluer.
Elle s'est tournée vers moi, ses yeux fuyant les miens. Camille, Chloé et toi êtes à la table 12, près des portes des cuisines. J'en ai bien peur. Nous avons eu tellement de confirmations de dernière minute. De la part des associés de François. Le message était clair, la famille part. Obligation, pas par choix. Nous étions là pour remplir des chaises et jouer nos rôles dans la grande mise en scène de la vie parfaite de François. J'ai guidé Chloé à travers la foule, dépassant la sculpture de glace qui reproduisait inexplicablement le profil de François, et les panneaux affichant ses réussites professionnelles, pour atteindre notre table au fond de la salle où nous pourrions manger notre poulet hors de prix et fuir dès la fin des discours. Je n'avais aucune idée que, 2 heures plus tard, ma fille de 7 ans allait détruire tout l'univers de François avec une seule question. La soirée a commencé tout à fait normalement, si l'on peut qualifier de normal. Une fête organisée par François. Chloé est restée collée à moi pendant que je faisais la conversation à des cousins que je n'avais pas vus depuis Noël dernier. Nous jouions tous le même ballet habituel, faisant semblant d'être une famille soudée plutôt que des étrangers partageant un même ADN. Ma cousine Bérénice m'a complimenté sur ma robe tout en cherchant du regard les moindres défauts. Son mari Romain a parlé de sa promotion tout en jetant des regards furtifs aux jeunes serveuses d'une vingtaine d'années. Chloé, assise sagement, tapotait sur sa tablette, enregistrant une entrée de son journal vidéo. Ou jouant à ses jeux. Le dîner a été servi à 20 heures précises, du saumon qui coûtait plus cher que ma facture d'électricité et des petits légumes sculptés en forme de fleurs que personne ne mangeait vraiment. François tenait sa cour à la table d'honneur, régalant tout le monde avec l'histoire de sa dernière acquisition, un centre commercial achetait une bouchée de pain à ce qu'il appelait des vendeurs motivés. Ce qui était la façon de François de désigner des familles désespérées au bord de la saisie immobilière. Puis sont venus les discours. Béatrice a commencé, lisant ses petites fiches cartonnées pour dire à quel point François était un mari merveilleux, généreux, dévoué. Ma mère a suivi, les larmes aux yeux, parlant de son frère exceptionnel qui avait pris les rênes à la mort de leur père, devenant l'homme de la famille à seulement 18 ans. Ces mots semblaient répétés, comme si elle les récitait depuis si longtemps qu'elle finissait par y croire. François s'est levé le dernier, micro en main. Ce petit sourire narquois et familier s'étirant sur son visage sous les applaudissements de la salle. Il était dans son élément, le centre de l'attention, le roi contemplant son royaume. Vous savez, avoir 60 ans, ça vous fait réfléchir à la famille, a-t-il commencé, la voix chargée de cette fausse chaleur qu'il utilisait pour ses clients. La famille, c'est tout. C'est ce qui nous motive, ce qui nous définit. Certains membres de votre famille vous tirent vers le haut, soutiennent votre réussite, célèbrent vos accomplissements. Il a fait une pause, ses yeux balayant la salle avant de s'arrêter sur moi avec la précision d'un laser. Et d'autres? Eh bien, d'autres sont juste comme leur mère, des menteuses qui détruisent les familles. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. La salle a plongé dans un silence de mort pendant une fraction de seconde, personne n'étant tout à fait sûr d'avoir bien entendu. Puis des rires nerveux ont parcouru la foule comme une vague. Le visage de ma mère est devenu écarlate, mais elle a ri avec eux, de ce même petit rire nerveux qu'elle utilisait quand François allait trop loin. Papa fixait son assiette comme si la rose taillée dans un radis était la chose la plus fascinante au monde. Prenez. Ma nièce Camille, ici présente, a poursuivi François en pointant sa coupe de champagne directement vers moi, le liquide frôlant dangereusement le bord. 32 ans, incapable de garder un mari, a du mal à garder un emploi. Et regardez cette pauvre gamine. Toujours sur sa foutue tablette parce que sa mère n'a pas le temps de l'éduquer.
trop occupée à s'apitoyer sur son sort pour remarquer que sa fille est en train de devenir une paria asociale. La main de Chloé a trouvé la mienne sous la table, me serrant fort. Je sentais qu'elle tremblait. François. Ça suffit, a dit quelqu'un d'une voix sèche à une autre table. Mais François ne faisait que commencer, ivre d'alcool et de son propre pouvoir. Assez? Mais je ne fais que commencer. C'est mon anniversaire et je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Il a pris une autre gorgée de champagne. Vous vous rappelez tous de la petite Camille quand elle avait 16 ans? Elle avait inventé toute cette histoire sur mes gestes déplacés envers elle? Il a mimé des guillemets avec ses doigts, la voix dégoulinante de moquerie, comme s'il aurait pu jeter un regard à une adolescente un peu ronde avec un appareil dentaire et de l'acné. Sérieusement, soyons honnêtes. Les rires étaient plus forts maintenant, mal à l'aise, mais réels. Ces gens, les invités triés sur le volet de François, riraient de n'importe quoi parce qu'ils détenaient leurs prêts immobiliers, possédaient leurs immeubles de bureaux et contrôlaient leur avenir financier. Elle avait tellement besoin d'attention, a continué François, arpentant la scène comme un procureur lors d'un réquisitoire, exactement comme sa mère au même âge. Pas vrai, Catherine? Tu te souviens quand tu inventais des histoires sur des garçons qui soi-disant s'intéressaient à toi? La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Des générations entières de femmes incapables de dire la vérité même si leur vie en dépendait. Ma mère hochait la tête, son sourire toujours peint sur le visage, mais les yeux vides. Elle a toujours fait des drames, a soufflé maman dans son verre de vin, assez fort pour que tout le monde l'entende. Toujours à inventer des choses pour attirer l'attention. La trahison m'a blessé bien plus profondément que les mots de François. Ma propre mère me jetait à nouveau sous le bus, le choisissant lui, encore une fois, tout comme lorsque j'avais 16 ans et que j'étais terrifiée, essayant de dire à quelqu'un, à n'importe qui, que François trouvait toujours des prétextes pour se retrouver seul avec moi. Qu'il faisait sans cesse des commentaires sur mon corps, qu'il entrait, accidentellement, dans ma chambre quand je me changeais. Des larmes brûlantes ont coulé sur mes joues. Je me suis levée pour partir, tirant Chloé avec moi, mais François n'avait pas fini. Oh, ne pars pas. En courant comme tu le fais toujours, Camille. Tout comme quand tu étais adolescente, incapable d'affronter la vérité sur toi-même. C'est ça le problème. Avec votre génération. Aucune remise en question, toujours à jouer les victimes. Jamais à assumer la responsabilité de vos propres échecs. C'est à ce moment-là que Chloé s'est dégagée de ma main et a commencé à marcher vers le pied de micro. Chloé avançait à travers la foule avec une détermination que je ne lui avais jamais vue. Sa robe de fête violette virevoltait autour de ses genoux à chaque pas, ses petites chaussures en cuir verni claquant sur le marbre avec une démarche résolue. L'orchestre s'était arrêté de jouer, confus par cette minuscule interruption dans leur set. Elle a atteint le pied de micro, qui la dominait largement, et a dû se hisser sur la pointe des pieds pour l'atteindre. Excusez-moi, a résonné sa petite voix dans les haut-parleurs, claire comme de l'eau de roche. Oncle François. La salle entière s'est tournée vers elle. 200 visages, tous fixés sur ma fille de 7 ans debout seule à l'avant de la salle de réception. François a ri, ce petit rire condescendant qu'il réservait aux personnes qu'il considérait inférieures. Regardez-moi ça. La pomme ne tombe vraiment pas loin de l'arbre, a-t-il annoncé à son public. Quelle est cette nouvelle scène pour attirer l'attention? C'est maman qui t'a dit de monter ici, ma puce. Chloé a secoué la tête lentement. Non, oncle. François. Maman ne sait pas que je fais ça. Mais tu as dit que ma maman racontait des mensonges, et c'est faux. Je ne mens pas mentir, c'est mal.
C'est ma maman qui me l'a appris. Bien sûr que c'est mal, mon ange, a dit François, la voix dégoulinante d'une fausse douceur alors qu'il commençait à s'approcher d'elle. Pourquoi ne retournes-tu pas avec ta mère maintenant? Les grandes personnes parlent. Mais tu mens, a dit Chloé simplement, d'une voix d'une assurance qui semblait impossible pour une enfant de 7 ans affrontant une salle pleine d'adultes. Tu as menti quand tu as dit que tu étais à une réunion de travail mardi dernier. Tu étais dans la chambre de maman pendant qu'elle était au travail. Je t'ai vu. La salle est devenue complètement silencieuse. Le sourire parfait de Béatrice a vacillé, sa coupe de champagne figée à mi-chemin. Le visage de François est passé de la condescendance amusée à quelque chose de beaucoup plus sombre. Les enfants disent des choses tellement amusantes parfois, a dit François en forçant un autre rire que personne d'autre n'a partagé. Camille l'a probablement manipulé pour dire ça. Une autre tentative désespérée d'attirer l'attention. J'ai un enregistrement. A coupé Chloé en sortant sa tablette de son petit sac. L'appareil paraissait énorme dans ses petites mains. J'enregistre tout pour mon journal vidéo. Ma pédopsychiatre a dit que c'était bien de garder une trace de mes émotions et de ce qui se passe chaque jour. Comme quand tu es venu chez nous la semaine dernière alors que maman était au travail. Tu as utilisé une clé pour entrer. Tu as dit que tu passais vérifier que tout allait bien, mais tu es allé dans la chambre de maman et tu y es resté très longtemps. Mon sang s'est glacé dans mes veines. Je n'avais aucune idée que François était entré chez moi. Nous avions changé les serrures après le départ de Julien, mais François nous avait aidés à emménager au début. Avait-il fait un double? Cette pensée m'a soulevé le cœur. C'est ridicule, a lancé François, mais sa voix avait perdu son timbre confiant. Je ne suis jamais allé dans votre appartement. Sans que ta mère le sache. C'est un autre mensonge, a affirmé Chloé d'un ton neutre. Tu y es allé plein de fois. 17 fois ces 3 derniers mois. J'ai compté. Tu viens toujours entre 10h et midi les mardis et jeudis, quand maman a ces grosses réunions. Parfois, tu restes pendant 1 heure. Béatrice s'est levée, sa chaise raclant le sol. François, de quoi parle-t-elle? C'est une petite fille perturbée, a répondu François précipitamment. Elle a sûrement vu un agent d'entretien ou quelqu'un d'autre et elle a confondu. Chloé a de nouveau secoué la tête. Le silence dans la salle était assourdissant. Absolument tout le monde restait figé, regardant cette petite fille détruire méthodiquement l'image si soigneusement construite de François avec la précision d'un chirurgien. Devrais-je lancer l'enregistrement? A demandé innocemment Chloé, son doigt planant au-dessus de l'écran de la tablette. Tu dis toujours que les preuves sont importantes, oncle François. C'est ce que tu as dit au téléphone avec ton avocat le mois dernier pour cette histoire de procès. Tu as dit que les preuves? C'était tout. François a commencé à avancer vers elle plus rapidement, le visage rouge cramoisi. Donne-moi cette tablette tout de suite, jeune fille. J'ai bondi, mon instinct maternel prenant le dessus sur mon état de choc. Mais, avant que je puisse bouger, mon père s'était levé. Mon père silencieux, passif, qui n'avait tenu tête à personne depuis 35 ans, était sur ses pieds. Ne fais pas un pas de plus vers cette petite, François. La voix de papa était gravée. Menaçante, un ton que je ne lui avais jamais entendu auparavant. François s'est arrêté, regardant autour de la pièce, cherchant le soutien de son public, de ses gens soigneusement choisis qui lui devaient de l'argent, des faveurs, ou les deux. Mais même le regardait différemment maintenant, le dégoût est là. Suspicion remplaçant l'admiration. Lance-le. La voix de Béatrice a tranché. Le silence comme une lame. Lance l'enregistrement, Chloé.
Chloé a touché l'écran de sa tablette avec l'assurance d'une enfant née avec la technologie. Elle a approché le micro de son appareil, soudain, la voix de François a rempli la salle, d'une clarté effrayante à travers le système de sonorisation hors de prix qu'il avait exigé pour sa fête. Cette idiote de Béatrice croit que je suis en réunion avec le groupe de développement immobilier de la presqu'île. Elle croit vraiment que je passe 3 heures chaque mardi à regarder des plans d'architectes. Mon Dieu, elle est devenue si ennuyeuse. 10 kilos de plus que quand on s'est marié. Elle ne parle que de son club de lecture et de ses cours de pilates. Je viens ici quand Camille est au travail parfois, juste pour me rappeler ce que ça fait de désirer quelque chose qu'on ne peut pas avoir. On a entendu un bruissement sur l'enregistrement. Comme du tissu qu'on froisse. C'est le lit de Camille. Elle dort juste ici. Sur le côté gauche, même si elle est seule maintenant. Elle n'arrive pas à se défaire de cette habitude depuis que ce tocard de Julien n'est plus là. Ce sont ces draps. Cette parure violette en soie. Ils ont son odeur. Cette odeur de parfum à la vanille qu'elle porte. Le même parfum que Catherine portait quand nous étions adolescents, avant qu'elle n'épouse ce bon à rien de Michel. Ma mère a eu le souffle coupé, portant la main à sa bouche. L'enregistrement a continué, et la vraie voix de François est devenue plus forte, plus désespérée. Alors qu'il s'avançait vers Chloé. Ça suffit. Éteins ça. Mais Chloé a reculé, gardant le micro collé à sa tablette pendant que la voix enregistrée de François poursuivait. Catherine aurait dû être à moi. Je l'ai vue en premier. Aimée en premier, mais elle a choisi Michel parce que nos parents disaient que ce serait bizarre, vu qu'on était frères et sœurs. Mais je savais qu'on était pas vraiment frères et sœurs. Pas par le sang. Maman a eu cette liaison. Tout le monde le savait. Je n'étais pas le vrai fils de papa. Nous aurions pu être ensemble. Et Camille. Mon Dieu, Camille ressemble tellement à Catherine à 32. 1. Parfois, quand je suis debout dans cette chambre et que je fouille dans ses affaires, j'imagine que c'est Catherine, que j'ai la vie que j'aurais dû avoir. Le bruit de tiroirs qu'on ouvre a résonné dans les enceintes. Ce sont ses sous-vêtements. Les beaux qu'elle ne porte plus depuis que Julien est parti. 7. Ensemble en dentelle noire. Je les prends. Elle ne s'en rendra jamais compte. Tout comme elle ne se rend jamais compte que j'ai gardé sa clé de secours d'eux. Quand je l'ai aidée à emménager. Stupide bonne femme, de m'avoir fait confiance. Comme ça. Bien qu'elle n'ait pas été si stupide quand elle avait 16 ans. Elle savait ce que je voulais, à l'époque. Elle a essayé d'en parler, mais personne ne l'a cru. Cette petite Camille qui fait toujours des drames, qui invente des histoires. S'il savait combien de nuits je suis restée plantée sur le pas de sa porte pendant qu'elle dormait. Elle est si belle quand elle est inconsciente. Quand elle ne peut pas me regarder avec ses yeux qui me jugent. Le cri de Béatrice a couvert l'enregistrement. Elle avait attrapé une bouteille de champagne pleine sur la table la plus proche et l'avait balancée sur François, ratant sa tête de quelques centimètres, la bouteille se fracassant contre le mur derrière lui. Espèce de grand malade. Tu traques ta propre nièce, tu voles ses sous-vêtements. L'enregistrement n'était pas terminé. La voix de François a continué, devenant plus terrifiante à chaque mot. 17 fois. Que je viens ici maintenant. À chaque fois, je deviens un peu plus courageux. La semaine dernière, j'ai touché son oreiller, j'ai mis mon visage là où elle met le sien. La prochaine fois, peut-être que je serai là quand elle rentrera. Peut-être qu'il y aura eu une urgence, une raison pour laquelle je devais être là. Peut-être qu'elle sera reconnaissante, vulnérable. Peut-être qu'elle verra enfin que c'est moi qui l'aime vraiment, pas comme ce pathétique Julien, pas
Comme tous ces tocards qu'elle fréquente. Je l'aime depuis sa naissance. Je l'ai regardée grandir. Je l'ai regardée devenir exactement ce que je savais qu'elle serait, mienne. Elle a toujours été censée être à moi. L'enregistrement s'est arrêté. Le silence qui a suivi était absolu, seulement rompu par les sanglots de Béatrice et le bruit du champagne qui goûtait encore le long du mur. François a alors bondi vers Chloé, le visage violet de rage, mais il n'a pas fait 2 pas. Mon père silencieux et passif, l'a plaqué au sol avec une telle force qu'ils ont tous deux glissé sur le sol poli. Papa a armé son poing et a frappé François en pleine mâchoire. Puis encore et encore. Ma fille. La voix de papa se brisait sous la rage et les larmes. Espèce d'ordure. C'était une enfant. Elle est venue nous demander de l'aide et nous ne l'avons pas cru. Et tu as fouiné chez elle, tu as touché ses affaires. Espèce de monstre pervers. La sécurité s'est précipitée, arrachant papa de François. Mais le mal était fait. François avait le nez cassé, le sang coulant sur son visage jusque sur son costume hors de prix. Mais le pire n'était pas les dommages physiques, c'était la façon dont tout le monde le regardait, leur visage tordu de dégoût et d'horreur. Il y a d'autres enregistrements, dit Chloé calmement, comme si elle ne venait pas de détruire la vie entière d'un homme. 43 en tout, de toutes les fois où il est venu. Parfois il restait 2 heures. Parfois il prenait des choses. La brosse à cheveux de maman une fois. Une photo d'elle sur le frigo. Son mug préféré. Dois-je en lancer d'autres? Non, mon bébé, ai-je réussi à dire à travers mes larmes, tombant à genoux pour l'attirer dans mes bras. Plus d'enregistrements. Tu as été parfaite. Tu as été parfaite, ma fille courageuse. Des sirènes de police hurlaient au loin, se rapprochant. Quelqu'un avait appelé le 17. François a essayé de se relever, mais 3 de ses propres agents de sécurité l'ont maintenu au sol, le visage fermé. Même eux, payés pour le protéger, n'avaient pas supporté ce qu'ils avaient entendu. La police a arrêté François ce soir-là, devant tout le monde. Ils ne lui ont pas permis d'essuyer le sang de son visage ni de réajuster son smoking déchiré. Il a été menotté là, à même le sol en marbre de sa propre fête d'anniversaire, et on lui a lu ses droits pendant que 200 membres de l'élite lyonnaise le regardaient et filmaient avec leur téléphone. Le lendemain matin, les vidéos étaient partout. Les actualités locales en parlaient à midi. En l'espace d'une semaine, l'empire immobilier de François a commencé à s'effondrer, les investisseurs se retirant et les banques exigeant le remboursement des prêts. Les enregistrements que Chloé avait faits ont été remis à la police comme preuve, tous les 43, documentant 3 mois d'effraction de François dans ma maison. Elle avait commencé à enregistrer après être rentrée malade de l'école. Un jour, voyant François quitter notre appartement. Du haut de ses 7 ans et très éveillée, elle savait que quelque chose clochait, mais ne savait pas comment l'expliquer. Alors, elle avait fait ce qu'elle faisait depuis le divorce. Elle avait tout documenté. La police a trouvé la caméra que François avait installée dans la bouche d'aération de ma chambre pendant l'heure perquisition, cachée, mais pas encore activée. Il préparait quelque chose de pire. Ils m'ont dit que le schéma d'escalade était évident. Ils ont également trouvé une boîte dans le bureau de la maison de François, contenant des objets de mon appartement. Des choses dont je n'avais même pas remarqué la disparition. Ma brosse à cheveux, une tête d'oreiller, 3 paires de sous-vêtements, des photos de moi prises à mon insu, certaines prises à l'intérieur même de chez moi. Pendant que je dormais. 3 autres femmes se sont manifestées après que la nouvelle de son arrestation s'est répandue. Ma cousine Pauline à Annecy, qui avait soudainement déménagé il y a 10 ans.
La cousine de mon père, Roxane, qui avait coupé tout contact avec la famille il y a 5 ans. La propre secrétaire de François à ses débuts, qui avait démissionné brusquement il y a 15 ans. Elles avaient toute une histoire. Elles avaient tout essayé d'en parler à quelqu'un. Personne ne les avait crues non plus. Ma mère est venue à mon appartement le lendemain matin, ayant l'air d'avoir vieilli de 10 ans en une nuit. Son maquillage parfait avait disparu, ses yeux étaient gonflés d'avoir tant pleuré. Je suis désolée, a-t-elle murmuré, se tenant sur le pas de ma porte comme si elle ne pensait pas mériter d'entrer. Quand tu avais 16 ans et que tu as essayé de me parler de François, je le savais. Une partie de moi savait que tu disais la vérité. Mais te croire signifiait admettre que j'avais échoué à te protéger. Ça signifiait admettre que mon frère était un monstre. C'était plus facile de te traiter de menteuse que d'affronter le fait que je l'avais laissé s'approcher de mon enfant. Pourquoi ne m'as-tu pas protégée? C'était tout ce que je pouvais demander à travers mes larmes. Parce que j'étais lâche. Parce que François contrôlait tout, tenait les cordons de la bourse, prenait toutes les décisions après la mort de papa. Parce que j'étais faible et égoïste, et que j'ai choisi mon propre confort au lieu de la sécurité de ma fille. Il n'y a aucune excuse valable. J'ai failli à mon rôle de la pire façon dont une mère puisse faillir. Je ne lui ai pas pardonné ce jour-là, ni le lendemain. Mais finalement, après des mois de thérapie, individuelle et commune, nous avons commencé à reconstruire quelque chose. Pas ce que nous avions avant, mais quelque chose de plus honnête. Béatrice a demandé le divorce immédiatement et a témoigné contre lui au procès. Elle m'a avoué qu'elle le soupçonnait de liaison, mais n'aurait jamais imaginé ça. Il y avait eu des signes qu'elle avait ignorés, son obsession pour les photos de famille où j'apparaissais, le fait qu'il voulait toujours savoir où j'étais, la façon dont il prononçait mon nom en dormant. Elle m'a donné tous les enregistrements du système de vidéosurveillance de leur maison, qui montrait François regardant des vidéos de moi sur son ordinateur tard la nuit. Zoomant sur des photos de famille, parfois pendant des heures. Papa est devenu le père qu'il aurait toujours dû être. Il a témoigné contre François, s'est levé au tribunal et l'a qualifié de prédateur qui s'était caché derrière la loyauté familiale et l'argent. Il a quitté la maison qu'il partageait avec maman pendant 1 mois. Il a dit qu'il avait besoin de comprendre comment il avait pu devenir un homme incapable de protéger sa propre fille. Quand il est revenu, il était différent, plus fort. Il a suivi une thérapie, a rejoint un groupe de soutien pour les familles de victimes d'abus. François a écopé de 15 ans de prison. Le juge a déclaré que les enregistrements révélaient un schéma de perversion d'une escalade si grave qu'ils avaient très probablement permis d'éviter une agression physique violente. Son avocat a essayé de faire rejeter les enregistrements de Chloé, arguant qu'ils avaient été réalisés illégalement par une mineure, mais le juge a statué qu'un enfant protégeant sa mère dans son propre domicile avait parfaitement le droit de filmer et d'enregistrer un intrus. À la fête des 8 ans de Chloé, 6 mois plus tard, un petit rassemblement avec juste notre cercle familial reconstruit et sa pédopsychiatre qui était devenue comme un membre de la famille, elle s'est à nouveau levée avec un micro. Mais cette fois-ci, ses mots étaient différents. Merci à tous d'être venus à ma fête, et merci de croire les enfants quand ils disent la vérité. Parfois, les plus petites voix disent les choses les plus importantes. Ma maman dit que je suis courageuse, mais j'ai juste fait ce qu'elle m'a appris, dire la vérité et protéger les gens qu'on aime. Ma mère a pleuré. Papa lui a tenu la main. Et j'ai réalisé que parfois, il faut le courage d'un enfant pour briser le silence qui protège les monstres. L'empire immobilier de François a été liquidé pour payer les dommages et intérêts des multiples victimes. Le cercle privé a banni
Notre famille entière après cette nuit-là, mais c'est le plus beau cadeau que François nous ait jamais fait. La liberté d'arrêter de faire semblant que tout était parfait alors que ça ne l'avait jamais été. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans mon histoire, merci de m'avoir écouté. Si cette histoire a résonné en vous, si vous avez déjà été ignoré ou si l'on ne vous a pas cru, sachez que votre vérité compte. Aimez cette vidéo si elle vous a touché. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que sa voix a de l'importance. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour d'autres histoires de courage et de survie. Votre histoire mérite d'être entendue, elle aussi. Laissez un commentaire ci-dessous si vous avez déjà dû tenir tête à quelqu'un que tout le monde protégeait. Vous n'êtes pas seul.